Fédération française de football. Alors, peut-être pour poursuivre là-dessus, selon les informations qu'on a eues, la direction juridique se serait opposée à ce que la FFF prenne une décision de retrait de licence à l'encontre de Madame Roujas, en application de l'article 85 des règlements généraux. Est-ce que vous nous le confirmez? Et si c'est le cas, pourquoi ça n'a pas été le cas alors qu'il y avait une action disciplinaire qui aurait permis de protéger certaines des potentielles victimes sur cette affaire? Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Oui, alors en ce qui concerne Madame Roujas, nous avions affaire à une salariée de la Fédé. Donc ce dossier a été traité par les RH qui sont directement compétents pour traiter tous les problèmes avec les salariés. Dès que nous avons été avertis par la direction de l'Institut du football en août 2013, elle a été mise à pied conservatoire immédiatement. Il y a eu une enquête et elle a été licenciée quelques semaines après pour faute grave. Et à ce moment-là, nous avons procédé à un article 40 dès le mois d'octobre, donc quelques jours après son licenciement. Sauf que sa licence, elle l'avait toujours, puisqu'elle est partie dans un autre club dans lequel, d'ailleurs, il y a eu des plaintes par la suite. Alors chez nous, elle n'avait pas de licence au moment des faits, puisqu'elle était salariée pour encadrer donc, des jeunes, et elle n'avait pas une licence à ce titre-là. Donc elle n'avait pas de licence quand les faits se sont passés. Oui, mais du coup, moi, ma question que je vais reposer, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place, en tout cas, qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place pour protéger d'éventuelles victimes du comportement de Madame Roujas, puisque je viens de vous dire qu'elle est partie dans un autre club où il y a eu des plaintes similaires, donc suite à son départ de chez vous. Oui, alors on peut toujours dire effectivement qu'on n'a pas fait assez et qu'il faut faire toujours plus. Je dirais quand même deux choses sur le dossier Roujas, parce qu'il ne faut pas non plus les occulter. N'oublions pas que 2 ans après, suite à l'article 40 qu'on avait déposé, le procureur de la République a classé le dossier sans suite en disant qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre de cette dame. Donc, ce qui est quand même un élément important puisqu'elle a été blanchie pénalement. Excusez-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez nous préciser pourquoi ça a été classé sans suite. Alors, ce n'est pas une histoire de délai ou de prescription, comme ça a bien voulu et été dit, puisqu'il n'y a aucune référence à ça dans la notification du procureur. Le procureur nous dit « Je porte à votre connaissance qu'après le retour de l'enquête de la section de recherche gendarmerie de Versailles, aucune infraction pénale ne pouvant être retenue, j'ai décidé ce jour de classer cette affaire sans suite. » Voilà. Donc, ça a été dit que c'était la Fédé qui s'était réveillée trop tard, qu'on avait malheureusement laissé passer des délais de prescription. C'est faux et la preuve en est de ce qu'il y a dans le dossier. Alors sachez aussi qu'il y avait, vous le savez peut-être, une enquête administrative qui avait été menée par le ministère d'Éducation nationale, puisqu'ils avaient été prévenus également. Je n'ai pas à ce jour de suite qui aurait été donnée de cette enquête-là. Alors, à ce sujet, quand même, d'une façon générale, je ne veux pas avoir l'air que ce soit un paravent à quoi que ce soit, mais on le voit dans l'affaire Roujas, on l'a vu aussi dans une autre affaire, San José. À un moment donné, on saisit la justice pénale et la justice pénale se prononce. Il y a quand même un principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, donc qui, par ce biais-là, est quand même de valeur constitutionnelle, qui s'appelle la présomption d'innocence.
et qui dit bien que tant que la personne n'est pas condamnée de façon irrévocable, elle est présumée innocente. Alors, attention, hein, c'est pas vouloir se réfugier derrière ça pour ne rien faire, mais c'est quand même un principe important dans le droit français. Il faut quand même toujours l'avoir en tête, voilà. Mais et la preuve, c'est que en ce qui concerne Angélique Roujas, ben, il a été démontré pénalement qu'elle n'avait commis aucune infraction pénale. C'est aussi la difficulté de traitement de ces dossiers. Oui, pardon. Allez, alors, attendez, il faut... Allez-y, terminez sur ce dossier-là, puis ensuite on aura des questions sur d'autres dossiers. Oui, d'une façon générale, sur ces dossiers-là maintenant, depuis maintenant 5 ans, quand nous déposons des articles 40 ou que nous nous constituons partie civile s'il y a déjà des plaintes de déposer, notre avocat prend langue avec l'avocat des victimes et, si les victimes le veulent, avec les victimes elles-mêmes pour discuter avec elles, leur montrer que nous sommes auprès d'elles. Et on va jusqu'à assister à toutes les séances, les procédures qui suivent devant les tribunaux, à leur côté, pour bien montrer que la fédération pense aussi à elle, évidemment, parce qu'on parle toujours de celui qu'il faudrait éventuellement, ou qu'il faut condamner. C'est bien aussi de parler des victimes et de montrer aux victimes qu'on est quand même présente à leur côté dans ces moments-là. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les élections à La Réunion en 2016, sur l'élection de M. Yves Etève ? Pardon, il faut remettre. En ce qui concerne les élections de la Ligue de la Réunion, je suis content qu'on puisse en parler parce que bon, ça a été tellement dévoyé, cette histoire-là, avec tellement d'informations fausses, de diffamation, que je suis content qu'on puisse en parler. À cette époque-là, donc fin des années 2016, donc c'est les élections à l'île de la Réunion, et il se trouve que le climat politique entre guillemets là-bas était pas très sympathique, on va dire, et aussi, donc les candidats, aussi bien celui qui était sortant, M. Vidot, que ceux qui se présentaient contre lui, avaient demandé à la fédération, au COMEX de la fédération, d'envoyer une mission parce que bon, voilà, tout le monde suspectait tout le monde et ils se sont dit il faut que la fédération vienne et s'occupe de ça. Donc le COMEX avait délégué une représentation. Nous étions 4 avec un chef de délégation qui était un élu, Jean-Pierre Meurillon, spécialiste de ces questions-là. Et nous étions 3 administratifs pour aider ce monsieur à mettre tout ça en place. Dès que nous sommes arrivés là-bas, nous avons consulté toutes les listes, nous avons consulté évidemment les règlements qu'il y avait, nous avons reçu chaque candidat pour qu'il s'explique, pour qu'il fasse part de ses doutes. Et nous avons ensuite, nous étions venus également avec l'informaticien chargé des votes électroniques que nous prenons pour la fédération, pour être sûr que de ce côté-là, nous ayons un matériel certifié et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Donc on avait vraiment blindé tout ça. Alors, on a dit dans la presse que finalement tout le monde avait voté, tout le monde votait plusieurs fois, que c'était inadmissible. Alors, je rappellerai que dans les règlements et les statuts de la Ligue de la Réunion, et dans d'autres ligues d'ailleurs métropolitaines, le système des pouvoirs est autorisé. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la Ligue de la Réunion en particulier, chaque club peut détenir 5 pouvoirs, y compris le sien.
Donc, Pas forcément sur les pouvoirs, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient suspendues dans les listes et donc qui ont pu, alors sur l'élection. Et deuxième élément, c'est qu'il y a un article qui indique qu'il n'y avait pas eu de PV d'AG qui avait été transmis. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Parce que, voilà. je vais revenir sur tout là-dessus, parce que je vous dis, tout ce qui a été dit, c'est archi faux. Il y a un seul élément qui est vrai, et je vous le signalerai également. Donc, nous avons, alors déjà sur le nombre de pouvoirs, non, n'importe qui n'a pas voté. On a vérifié que les gens en avaient. On a fait d'ailleurs un bureau spécial avant que les gens rentrent dans la salle, un bureau spécial pour les pouvoirs. C'est-à-dire tous ceux qui avaient des pouvoirs passaient par ce bureau. On vérifiait le nom, l'identité, les signatures. Si ça nous paraissait conforme, on acceptait le pouvoir. Il est arrivé qu'il y en avait certains qui ne nous paraissaient pas conformes, on les a supprimés. Donc, c'était très clair là-dessus, et donc ça a été fait en totale transparence et application des statuts de la Ligue. Alors ensuite, effectivement, il a été dit que, alors deux choses, une personne a voté alors qu'elle était suspendue. Oui, là c'est le point que je confirme, effectivement, il y a quelqu'un qui était suspendu. Le problème que nous avons, c'est qu'il avait été suspendu par la Ligue de la Réunion et celle-ci ne nous a pas signalé qu'il était suspendu. Néanmoins, nous avions publié 3 jours avant les élections toute la liste des votants, donc sur le site de la Ligue. Et aucune personne n'est venue nous alerter en disant « Attention, ce monsieur figure-là, il est suspendu ». Donc si on avait pu le savoir, bien évidemment qu'on ne leur aurait pas permis de voter. Donc il y avait bien des personnes suspendues, ou une personne suspendue, qui fait que l'élection n'était pas valide? Alors, n'allons pas jusque-là. Effectivement, il y a une personne qui n'aurait pas dû voter, on est d'accord. Je vous ai expliqué pourquoi, malheureusement, on n'avait pas la possibilité, nous, de le détecter et que personne ne nous l'a signalé. Néanmoins, cette personne représentait 10 voix sur un total de 834 voix. Donc, ce qui sous-entend que, si tant est qu'elle ait voté pour M. Etève, ce qu'on ne sait évidemment pas, de toute façon, ça ne remettait pas en cause la validité de l'élection, évidemment. Voilà, en ce qui concerne l'île de la Réunion. Alors, pour le PV, contrairement à ce qui était dit également, le PV de l'AG a bien été publié. Il a été publié sur le site de la Ligue de la Réunion le 28 décembre 2016. J'ai copie d'écran, tout ce qui a été. Donc, là aussi, c'est une fausse information qui a été donnée. Voilà. Est-ce qu'au moment où il y a eu l'élection de M. Etève, il y avait déjà une enquête ou des signalements sur du harcèlement sexuel qui étaient en cours? Je pense pas qu'il avait fait à cette époque l'objet d'une plainte. Il me semble que c'est postérieurement, me semble-t-il. Personne n'était au courant de ces agissements, donc vous n'étiez pas du tout informé au moment de l'élection? Non, même sur place, personne ne nous en a parlé ou quoi que ce soit. Voilà ce qui concerne, à moins que vous ayez d'autres questions sur le sujet de la Réunion, mais je crois... Oui, pardon. Dernière question, au moment où il y a une personne qui a voulu faire un recours sur cette élection, il s'est rendu compte que le PV n'avait jamais été transmis au CNESF, je crois, ou je ne sais plus, il faudrait que je revoie l'article dans le détail. Pourquoi le PV a mis autant de temps à être transmis? Transmis, je ne sais pas, il a été publié sur le site de la Ligue le 28 décembre 2016, donc très peu de temps quand même après l'élection. Et d'ailleurs, un des candidats perdants avait saisi le comité olympique, effectivement, et le conciliateur donc n'a pas suivi le requérant, et notamment à un moment dit
Il résulte des éléments qui m'ont été transmis par la Ligue le 2 juin 2017, qui vous ont été adressés, vous aussi, bien sûr, le jour même, que le procès-verbal précité a été publié sur son site Internet le 28 décembre 2016. Donc le conciliateur lui-même a eu les éléments pour confirmer que le PV avait bien été mis sur le site. Voilà, donc je ne sais pas là non plus où est-ce qu'on est allé chercher. Couper le micro. Moi, j'ai un article sous les yeux qui date de août 2017, où la personne est partie justement pour faire un recours et il s'est rendu compte 2 mois avant que le PV n'avait jamais été rédigé. Donc, à quel moment il a été publié, ce PV? Puisqu'en 2017, visiblement, il n'était pas rédigé. Et écoutez, moi, voilà, tous les éléments que j'ai, je les ai là, avec le PV de l'Assemblée, tout ce qui a été mis sur le site, donc le 28 décembre. Moi, je ne peux pas dire plus que tous les éléments qu'on a récoltés dans cette affaire-là. Sur un autre sujet, nous avons interrogé M. Noël Le Graët sur la situation de M. Bachir Néa et lui avons demandé s'il était toujours l'intendant des Bleus. M. Le Graët n'a pas été en mesure de nous répondre précisément. Sur le site internet de la FFF, M. Néa est mentionné en tant qu'intendant des Bleus. Confirmez-vous qu'il occupe toujours ce poste? Oui, je confirme. M. Néa exerce des responsabilités professionnelles au sein de VV Consulting, une agence de conseil et de management créée par un homme d'affaires russe, M. Vadim Vassiliev. Par ailleurs, ancien président de l'AS Monaco, M. Néa ne se trouve-t-il pas dans une situation de conflit d'intérêts manifeste? Oui, alors nous avons été sollicités, direction juridique, sur cette situation-là, et nous avons fait une note juridique que je qualifierais de réservée par rapport à ce que vous dites, et qui va dans ce sens-là. À défaut de ne plus le prendre, puisqu'apparemment il était souhaité par le sélectionneur, les RH ont rompu son contrat de travail, puisqu'avant il était salarié chez nous, et ils lui ont fait signer un contrat de prestation. Et dans ce contrat de prestation, il y a une clause très nette de conflit d'intérêts pour éviter qu'il puisse profiter de cette situation pour se livrer à ce qu'il ne doit pas faire. Voilà. Concernant cette note où donc vous indiquez clairement qu'il y a un conflit d'intérêts, en tout cas ça va dans le sens de l'alerte qui vous a été faite, est-ce que vous en avez informé qui était au courant? Le président, la directrice générale, M. Didier Deschamps? Alors, M. Didier Deschamps, forcément, puisque c'est lui qui l'a pris. Moi, c'est la directrice générale qui m'avait demandé un avis juridique là-dessus, que je lui ai donné. Voilà. Après, ça a été réglé entre, alors elle, sans le président ou pas, je ne sais pas, et Didier Deschamps. Et donc, malgré cette note juridique qui indique le conflit d'intérêts, la décision est faite de le garder. Donc, qui prend la décision? Donc, c'est M. Deschamps qui prend la décision? Alors là, je ne suis pas au courant, je vous le dis tout de suite. Tout ce que je sais, c'est que comme il fait partie de son staff, je suppose qu'il a dû demander à ce qu'il reste. Mais encore une fois, là, après, moi, je ne sais pas. J'ai fait ma note, j'ai dit ce qu'il en était. Donc les RH ont essayé de régulariser tant bien que mal la situation. Mais après, qui a pris la décision in fine, je ne sais pas. Monsieur Stéphane Buchou. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Lapeyre, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les services des RH ont essayé tant bien que mal de régulariser la situation. Donc, si on reprend le fil de l'histoire, il y a cet intendant qui, au départ, est salarié de la fédération. Il y a un possible conflit d'intérêts. On remplace son contrat de travail par un contrat de prestation. C'est ça, Monsieur Lapeyre? Confirmé.
Donc, vous, votre note juridique, elle intervient à quel moment? Elle intervient dès que quand on apprend que ce monsieur travaille également dans une société d'agents. C'est au moment où il est salarié? Il est encore salarié quand vous avez cette information-là? Oui, je pense que c'est quand même assez rapidement dès qu'on s'aperçoit de ça. Enfin, il me semble, mais là, franchement, je n'ai pas les dates exactes, donc je serai prudent là-dessus quand même. Et donc, votre préconisation dans la note, dans votre note juridique, elle est que ce salarié ne le soit plus de la Fédération française, ou vous indiquez dans votre note, moi je n'ai pas eu sous les yeux, que avec un contrat de prestation, le conflit d'intérêt n'existe plus. Pour nous, la situation était claire. Il y avait conflit d'intérêts, point final. Donc, il ne fallait pas qu'il y soit. Voilà. Soyons clairs. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on va vous demander cette note juridique. On va vous demander de nous l'envoyer. La deuxième, c'est que moi, je ne comprends pas comment, avec une note explicite du service juridique, on décide de maintenir quelqu'un où il y a du conflit d'intérêts, donc parce qu'il est toujours intendant sur le site de la FFF, il est toujours indiqué comme tel. Et la troisième chose, vous avez indiqué que vous y aviez fait signer des clauses pour empêcher ou encadrer ce conflit d'intérêts. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle clause est-ce qu'on parle? Alors, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait signer, puisqu'encore une fois, c'était les RH qui s'occupent de ça, et c'est eux qui s'occupent des problèmes salariés. Donc là, ils passaient de salariés à prestat. Donc ça, c'est encore une fois. Donc moi, on m'a demandé ce que je pensais de la situation. Et la situation, pour moi, elle était pas acceptable dans la mesure où il y avait un conflit d'intérêts, point final. Voilà. Et ça vous démontre quand même, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, que je ne décide pas de tout quand je veux à la fédération. Je donne un avis et il n'est pas toujours suivi. Alors, je vais préciser ma question. Donc, vous indiquez qu'il ne peut plus être salarié parce qu'il y a conflit d'intérêts. Le service RH décide de lui faire un contrat de prestation, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce qu'à ce moment-là, le conflit d'intérêts disparaît? Le conflit d'intérêts, je ne sais pas. Après, je ne sais pas moi ce qu'ils ont mis comme clause dans ce contrat-là. Moi, je trouve... Le contrat, c'est pas moi qui les ai, c'est le contrat. Pardon. Vous avez fait une note juridique sur un risque de conflit d'intérêts. Donc, la RH décide de rédiger un contrat avec des clauses qui tient compte visiblement de votre note, puisqu'il n'est plus salarié et qu'il passe en prestation. Enfin, on suppose. Ils ne vous ont pas demandé un regard sur ce contrat? Non, après, non. Une fois que j'avais fait la note, et ça a été décidé, mais pas par moi, ça c'est évident. Oui, Monsieur Lapeyre, le conflit d'intérêts,